Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle de la transparence salariale. On va en parler parce qu'il y a des disparités importantes entre pays européens et il y a une loi, on en parlera, une loi européenne qui va imposer plus de transparence. On en parle avec Alexandre Jude, il est économiste chez Hiring Lab, chez Indeed. Le grand entretien est pour parler du textile, du secteur textile, du prêt-à-porter, de la fast fashion. Le secteur français du textile doit évidemment se réinventer. On reparlera de tous ces plans sociaux et fermetures d'entreprises. On en parlera avec Célina Pestel, elle est DRH de Primark France, justement une entreprise de textile. Et pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, recrutement en 2 minutes chrono grâce à votre iPhone. On en parlera avec Nicolas Bernard, cofondateur de 2 minutes max pendant que les DRH sont submergés de CV. Eh bien, la vidéo peut peut-être être la solution. On en parlera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de la transparence salariale avec des disparités et on va en parler avec vous, cher Alexandre Jude. Vous êtes économiste chez Hiring Lab Indeed. D'abord, pour resituer le contexte du sujet que vous portez chez Indeed et de l'étude européenne que vous allez nous dévoiler, il y a quand même le contexte d'une directive européenne sur la transparence des salaires adoptée en 2023 et là qui s'est généralisée. Donc c'est dans ce contexte-là que vous avez trempé votre thermomètre. Exactement. Alors la directive, je crois, donne encore un peu de temps aux États pour transposer dans leur droit national les dispositions qui sont prévues. On a jusqu'en juin 2026, donc c'est quasiment demain. Et la directive impose tout simplement une transparence salariale, c'est-à-dire qu'il faut que sur chaque annonce, chaque offre d'emploi, il y ait absolument un salaire. Alors, on voit dans votre étude déjà une première chose, c'est que il va falloir d'une manière ou d'une autre, même si le délai est un petit peu 26, c'est demain, les entreprises vont devoir faire preuve de transparence. On voit des disparités, France et Allemagne. Commençons par ces deux pays. La France est déjà plus en avance que l'Allemagne. Alors en France, on a à peu près une offre sur deux qui met un salaire. C'est 2 fois plus que l'Allemagne, plus de 2 fois plus que l'Allemagne. Les Allemands sont aux alentours de 20%, les Britanniques sont aux alentours de 70%. Donc on est dans une position un peu médiane, effectivement. Comment ça s'explique? Alors il y a évidemment des facteurs, on va dire, un peu culturels qui... On le voit, les anglo-saxons sont très en avance. Qui sont plus, voilà, à la perception, on va dire, de l'argent, mais il y a aussi... la composition des emplois. Plus un emploi va être qualifié, plus il va être bien payé, moins il y aura d'offres statistiquement, moins il y aura de salaires statistiquement. Dans votre étude, vous dites, et je vous cite, les employeurs sont plus enclins à appliquer cette transparence pour les métiers les moins rémunérés. Quand on le prend à l'envers, pour les postes de manager, de dirigeants, là on cache le salaire. Pourquoi? Parce qu'il est trop élevé, on en a un peu honte, on est un peu gêné. Ça veut dire quoi? Il y a probablement une volonté de se dissimuler vis-à-vis de la concurrence, de ne pas forcément donner cette information-là, alors que quand on regarde des postes qui sont aux alentours du SMIC, finalement, ça coûte, entre guillemets, pas grand-chose en termes d'information, d'afficher que c'est rémunéré au SMIC. Ça, évidemment, du point de vue c'est sensible, hein, de l'entreprise, effectivement, ça donne des cartes aux recruteurs, mais... on peut se demander si sur le marché du travail, en réalité, ça n'amène pas à une moins bonne allocation des ressources humaines, à un degré d'information qui est moins élevé. L'écart des salaires entre les femmes et les hommes, ça c'est intéressant parce que c'est aussi un des effets de cette directive européenne. Qu'est-ce que votre étude montre, notamment à travers tous les pays européens examinés? Alors l'écart entre les hommes et les femmes, ça a été plutôt un facteur motivant pour justement accélérer cette transparence dans les c'est un moteur. En France, on est aux alentours, alors ça dépend encore une fois comment on le mesure, si on regarde strictement entre les hommes et les femmes, statistiquement, en moyenne sur le marché du travail, une femme va être payée 22%, il y a un écart de 22% entre les deux. Maintenant, d'où vient cet écart? Ça vient, il y a un étage temps partiel. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont à temps partiel. Si on retire cet étage temps partiel, on tombe aux alentours de 15%. On se remet sur une base 100, en fait. 15%, voilà. Ensuite, si on regarde à composition des emplois constants, c'est-à-dire qu'à job égal, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont
on va dire, mieux placées dans des emplois qui gagnent bien, alors qu'il y a beaucoup de femmes dans des emplois du soin, ce genre de choses, qui ont tendance à être un peu moins bien rémunérées. À poste égal, on est aux alentours de 4% en France. C'est ça, c'est bien le chiffre effectivement qui ressort assez régulièrement, à poste égal, en remettant les pondérations de temps de travail de 4/5e. Il y a aussi des enjeux d'accès des femmes aux emplois les mieux rémunérés, donc c'est aussi un débat. Alexandre, un mot, et plus qu'un d'ailleurs, sur les annonces, parce qu'il y a un vrai débat sur l'affichage des rémunérations sur les offres d'emploi. C'est un sujet que vous portez chez Indeed. Vous souhaitez que les employeurs affichent. C'est aussi un élément de transparence salariale. Bien sûr, c'est une question d'efficacité d'abord, parce qu'il y a 2 à 3 fois plus de clics sur un emploi où il y a un salaire que sur un emploi sans salaire. Donc il y a cet aspect-là d'efficacité. On pense aussi que ça pousse aussi les entreprises qui sont les moins productives, donc qui ne peuvent pas trop proposer des salaires au niveau du marché, de faire un effort en termes de productivité, en termes d'amélioration des conditions de travail. Donc au final, à long terme, si le jeu est joué de façon, on va dire, honnête à la fois par les candidats et par les recruteurs, normalement, ça devrait mener à une augmentation des salaires et à une augmentation de la productivité. L'affichage du salaire, vous qui avez une visibilité à travers le lab. Ça, en 2019, en France, on était à 20%, on était au niveau des Allemands. Donc là, on est à 50%. Donc ça progresse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est bien. Directive européenne, donc justement sur la transparence salariale. La France applique déjà la directive. Pas encore transposée. Nous sommes d'accord, c'est intéressant. Donc la France n'a pas encore transposé, elle a encore un petit peu plus d'un an pour le faire. Merci Alexandre Jud d'être venu nous rendre visite. Le lab d'Indeed, justement avec cette étude passionnante sur la transparence salariale à travers tous les pays européens, ou presque. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. On tourne une page, le cercle RH, on s'intéresse au textile, secteur du textile à travers une entreprise. Nous accueillerons dans quelques instants sa DRH, mais on va bien sûr s'intéresser à la fashion, au secteur textile français et toutes ces marques emblématiques qui ont fermé leurs portes ces derniers mois et ces dernières années. On fait le point, on en parle. C'est notre invité et c'est le cercle RH. Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour s'intéresser à un sujet évidemment qui fait la une de l'actualité par les fermetures de grandes marques. Et on va parler du prêt-à-porter, du secteur du textile et de la manière dont le secteur doit se réinventer, peut se réinventer face à la fast fashion. On reviendra peut-être éventuellement sur cette polémique Shine qui réagit à une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour évidemment limiter ces pollutions, parce qu'il y a un débat aussi écologique. On en parle avec vous, Célina Pestel, ravie de vous accueillir. Merci. Alors vous n'allez pas porter sur vos épaules tous ces sujets macroéconomiques, parce que vous êtes la DRH de Primark France. Oui. Vous la définissez comment, votre marque, avec 16 magasins, si j'ai bien lu, en France? Cette marque, c'est quoi? C'est du prêt-à-porter? 28 magasins. 28 magasins. Ça a grandi depuis la fiche que j'ai reçue. C'est possible. On a une croissance assez soutenue. Colossale. Donc on est plutôt content. C'est une entreprise qui fait du commerce, des vrais commerçants. Pas de online, donc du magasin. On prend le produit. On prend le produit, on reçoit nos clients et on leur offre en termes de du produit de qualité avec un petit prix. Donc la majorité des produits qu'on vend sont des produits basiques, des pyjamas, des chaussettes, des joggings, des choses comme ça. Un rayon enfant conséquent aussi parce qu'on a beaucoup de mamans et de papas qui habillent leurs enfants chez nous, en ayant aussi quelques collaborations avec des stylistes pour des produits un petit peu plus mode, fashion, etc. Vous avez commencé par nous dire que ce n'était pas online, parce qu'il y a un vrai débat, on y reviendra, sur l'achat en ligne qui vient concurrencer ces vêtements, je dirais, à bas prix ou à prix abordable. Un petit mot quand même, parce que vous savez, c'est la tradition dans l'émission. Dès que nous recevons un ou une DRH, on s'intéresse à son parcours et puis à son engagement. Quand on regarde votre parcours auparavant, c'est très intéressant. Vous venez du luxe. Lucien Barrière, le Ritz, et là vous êtes aujourd'hui dans le textile. Qu'est-ce que vous êtes lancé un défi? Vous avez quitté le monde du luxe pour escalader la montagne du textile?
Alors, je l'ai quitté il y a déjà longtemps, puisqu'en fait, c'est vrai que j'ai commencé dans le luxe, parce que dans le luxe, on apprend l'excellence. On travaille dans l'hôtellerie avec des professionnels extrêmement talentueux, donc c'est toujours très gratifiant de travailler avec ces gens-là quand on commence. Et après, j'ai vite bifurqué en travaillant chez Zara, et après chez Maison du Monde, donc dans le retail, parce que ce sont des entreprises très dynamiques, très agiles, qui sont en croissance, qui changent, qui se réinventent perpétuellement. Et surtout, qui permettent, en tant qu'RH, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les hommes et les femmes, et qui permettent des évolutions assez spectaculaires. On peut partir de rien et finir avec tout. Et dans le retail, et aussi dans l'hôtellerie, on trouve ça. Alors, dans l'hôtellerie de luxe, on le trouve un peu moins, parce que c'est vrai que c'est plus normé en termes de diplômes, de grandes écoles hôtelières, etc. Mais si vous connaissez Mama Shelter, j'ai aussi travaillé 10 ans chez Mama Shelter, qui est un groupe hôtelier, mais pas de luxe. Non. Et disruptif, au moins disruptif. Complètement disruptif. Et où, moi, ce que j'aime, c'est écrire des belles histoires, c'est-à-dire avoir des talents sur lesquels on mise, qui n'ont pas forcément le bon diplôme ou la bonne expérience, ou qui n'ont pas eu de chance au début de leur vie pour X raisons, et qu'on peut développer, accompagner, et 10 ans après, ces personnes-là ont fait une très belle carrière. Et donc ça, c'est ce qui me motive. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai bifurqué du luxe dans le retail, puis après dans l'hôtellerie, et de nouveau dans le retail. Et quand j'ai intégré Primark, j'ai été frappée par leurs valeurs. La croissance, bien sûr, parce que c'est une entreprise qui grandit. Donc en tant que DRH, je préfère gérer de la croissance que des plans sociaux, bien entendu. 7000 emplois en France. Oui, 7000 emplois en France, 80 000 dans le monde. Donc c'est un gros bateau. Et on est en croissance, on ouvre des magasins, on a 28 magasins en France. J'ai envie de dire un gros bateau qui remonte le courant, parce qu'au même moment, on a en France des marques prestigieuses, enfin en tout cas emblématiques, qui ont fermé depuis plusieurs années. La dernière en date, Caporal, les jeans de nain. Vous dites, on peut remonter le courant et on peut faire sa place dans un secteur qui est extrêmement concurrencé par des produits chinois, par des produits à très 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 bas prix. C'est possible ? La preuve. Alors je pense qu'il ne faut pas perdre de vue son ADN d'origine. Nous, par exemple, le choix de ne pas être en ligne, c'est un choix parce qu'avant tout, on est des commerçants, mais aussi parce que c'est un coût, c'est un autre métier. On l'a choisi ainsi, c'est comme ça. Après, il y a des entreprises qui font ce choix-là, mais en tout cas, nous, on reste très fidèles à notre ADN. On reste très fidèles à notre ADN en termes de produits dont je vous parlais, la qualité, les petits prix, les salariés. Enfin, notre culture d'entreprise est très forte. Et voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas tant de compétiteurs que ça, en fait, sur notre segment, alors qu'il y a le moyen de gamme a plus de compétiteurs. Et là, il y a un gâteau qui est en train de se réduire, quoi. C'est tout à fait exact. Alors, vous êtes la DRH et l'enjeu de ces magasins, puisque vous nous le répétez, ce n'est pas le online. On ne vient pas cliquer sur son téléphone, on va rencontrer une enseigne, un environnement et des salariés. Ça, j'imagine que c'est un énorme effort que vous faites sur l'accueil client, le recrutement et la manière dont vous allez recruter. Vous avez une campagne de recrutement d'abord de 150 alternants, c'est bien ça ? Plus tous les collaborateurs que vous allez embaucher parce que vous accélérez. C'est quoi les critères ? Comment la DRH se fait là pour être sûr que son magasin aura les bons collaborateurs qui seront disponibles, souriants, au service du client ? Alors nous, on a une politique de recrutement très diversifiée. On a plus de 115 nationalités dans nos magasins. On a presque 60% de nos managers qui sont des femmes. On a 6,6% de travailleurs handicapés. Donc je vous donne quelques chiffres pour montrer un peu la diversité. On a aussi une politique du premier emploi ou de la réinsertion qui est très forte. Je prends l'exemple de Tours, qui est le dernier magasin qu'on a ouvert il y a quelques mois. Basé dans les centres commerciaux, hein. Globalement, tout à fait. Ce sont les enseignes de centres commerciaux. Ouais. Donc à Tours, on était attendus, très très bon partenariat avec Pôle emploi sur place, qui était ravi qu'on crée... France Travail. France Travail, pardon. Oui. Excusez-moi. On est resté, moi aussi, ça m'arrive. Excusez-moi, France Travail, j'ai fait un lapsus. En tout cas, ce sont les mêmes équipes qui sont toujours aussi compétentes. Donc France Travail, Cap Emploi pour les salariés handicapés. Donc je vous donne l'exemple de Tours, petite structure, hein. On avait 120 postes à pourvoir, 20 postes promotion interne manager, tous issus de la promotion interne, donc des gens d'autres magasins qui ont été promus, y compris la directrice du magasin, qui a commencé chez nous il y a 15 ans en tant qu'alternante. Donc, très beau parcours. Et fidèle. Et fidèle. Et après, 100 embauches. Sur les 100 embauches, il y avait 70 embauches pour qui c'était premier emploi ou premier emploi de réinsertion. Et sur les 100, il y avait 12 travailleurs en situation de handicap. Vous recrutiez 120 personnes sur le site de Tours ? Oui. Colossal.
Oui, et encore c'est petit. Là, sur Montpellier, qu'on va ouvrir en septembre-octobre, si tout va bien, on est à plus de 150 emplois. Donc c'est-à-dire entre le personnel qui accueille le public, le personnel qui va gérer le stock, le personnel qui va gérer la logistique, plus tous les services supports, il y a 120 personnes sur le site de Tours. Oui. Pour un magasin. Oui, parce qu'en fait, on reçoit nos livraisons tôt le matin. Donc, on a des équipes du matin. Après, selon l'ouverture du magasin, ça peut être jusqu'à 20h. Donc, les gens ne travaillent pas 15 heures par jour. Donc, on a ce qu'on appelle des shifts, des équipes qui tournent. Et puis, on peut être ouvert, on est ouvert bien entendu les samedis. On peut être ouvert les dimanches selon les centres commerciaux. Donc, ça fait une rotation. Donc, vous n'avez jamais 150 personnes en même temps sur un magasin. Mais entre ceux qui sont à la vente, ceux qui sont en caisse, ceux qui sont en stock, et puis les rotations horaires, forcément, ça fait des grosses équipes. Ouais. Célina, on voit aussi le travail que vous faites la main dans la main avec France Travail. Oui. Vos critères d'exigence, est-ce que vous recrutez sur des postes, je dirais, d'accueil commercial sur site, sur CV, ou vous dites, moi, j'achète quelqu'un aussi sur ses soft skills ? Essentiellement sur ces soft skills. Alors, on est très clair sur qui on est quand on recrute. On est du commerce, donc il faut aimer la relation client. On est une entreprise qui fait du volume. Il faut aimer le client. Il faut aimer le client. Ouais, il faut aimer le volume aussi. Oui, il faut aimer le client. Il faut aimer le volume parce que quand vous travaillez dans une petite boutique avec 2 vendeuses, c'est pas le même métier que chez nous. Clairement. Où il y a beaucoup de monde, beaucoup de clients, beaucoup de stocks. Et puis un bel espace de vente. Voilà, donc il faut aimer le côté dynamique, être bien occupé toute la journée. Et après, être quelqu'un, le sourire, l'envie d'être en relation avec le client, aimer nos produits, aimer le rythme, un bon rythme de travail, ça c'est les prérequis et on le dit très clairement aux gens. Et après, on attire et on retient tous ceux dont le CV nous paraît correspondre, ou en tout cas dont les compétences nous paraissent correspondre. On a beaucoup de gens qui viennent de la restauration rapide, des grandes surfaces. Après, on peut avoir des gens habitués aussi à ces métiers un peu speed, un métier un peu d'agilité, de tension. Vous, on a bien entendu, et votre présence est intéressante aujourd'hui, vous ne vous définissez pas avec ce mot très vulgaire qui est la fast fashion. Pas du tout. On est bien d'accord. Mais elle est pourtant là, elle arrive. Et elle inonde le marché en ligne. Ouais. Comment vous faites, vous, DRH, pour résister à cette déferlante de produits extrêmement à bas prix, confectionnés dans des conditions parfois abominables? Comment on fait ? Puisque vous avez pris des mesures aussi sur le coton, le recyclage, on y reviendra, mais comment vous regardez cette déferlante-là ? Alors moi, en tant que DRH, purement sur mon poste, personnellement, je ne suis pas tellement touchée, parce que moi, en fait, j'ai des emplois qui ne sont pas délocalisés ni délocalisables. Non, mais la DRH est proche du business, elle voit bien le... Mais pour répondre à votre question, alors Primark a engagé depuis plusieurs années déjà une démarche RSE, comme ça s'appelle. Éco-responsable et RSE. Avec plusieurs axes. Donc nous, on travaille... Alors, il y a beaucoup d'acronymes en anglais chez nous, mais nous, c'est les 3 P, c'est Planet, People, Product. Planet, donc on travaille avec des ONG. On a mis en place depuis plus de 10 ans un programme sur le coton sustainable, donc dans les champs de coton. On a plus de 60% de nos produits en magasin qui sont issus de matières recyclées. On travaille sur tous les cintres, par exemple, nous maintenant c'est les cintres en carton. C'est un coût, mais en tout cas c'est une vraie volonté. On est activement en lutte contre tout ce qui est emballage individuel plastique, enfin toutes ces choses-là. Et vos collaborateurs, vous embauchez, ils sont sensibles à l'argument. J'imagine qu'ils ont un échange et qu'ils interrogent forcément le cabinet ou la personne en charge du recrutement. Ils ont une interrogation là-dessus ? Oui, beaucoup, parce que c'est vrai que, notamment chez les jeunes, forcément, c'est une demande. On n'a pas envie de rejoindre une entreprise qui ne correspond pas à ses valeurs. Et donc, bien sûr, ça fait partie de leurs questions. On forme aussi tous nos salariés sur qu'est-ce que c'est un produit circulaire, qu'est-ce que c'est un produit durable, parce que ça ne veut pas dire la même chose. On a des kits où on leur montre comment ils peuvent expliquer que tous les efforts que Primark... Ils sont ambassadeurs aussi de la marque sur ces sujets-là. Ils doivent savoir que, évidemment, vous avez signé depuis 10 ans un programme pour former 310 000 cultivateurs de coton. Ça, c'est intéressant. Donc, vous dites aujourd'hui, on accélère. Et est-ce que vous avez des difficultés à recruter ? Ça, c'est une émission autour de l'emploi. Est-ce que votre secteur peine, comme beaucoup d'autres secteurs, à attirer des collaborateurs ou des talents, comme on dit ? Alors, en toute honnêteté, pas vraiment. Parce que, comme je vous disais, alors déjà, parce que... le nombre d'acteurs commence à se réduire, donc voilà. Le concurrent, c'est Internet, en fait.
Voilà. Bah oui. Et puis, on est une entreprise, comme je le disais, qui a une très forte culture et donc qui attire. Alors, il y a des gens qui ne viendront pas chez nous. Comme je vous disais, une conseillère de vente qui a envie de passer 2 heures avec un client dans la boutique parce qu'elle va avoir 5 clients dans la journée. Ça, c'est luxe. C'est pas nous. Donc voilà, et il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts, et cette personne sera certainement très compétente, mais en tout cas, elle ne va pas postuler chez nous. Par contre, des gens qui savent que dans une entreprise, on va les considérer, on va leur donner des responsabilités, qu'ils ont d'énormes possibilités d'évolution. Parce que quand vous avez une équipe de minimum 150 salariés, et c'est un petit magasin, hein, nos magasins, ils peuvent avoir 300, 400, 500 salariés. Vous imaginez que le directeur du magasin, il a des adjoints qui eux-mêmes ont des team managers. Ouais. Et donc très vite, nous, on responsabilise beaucoup nos salariés. Donc quand on rentre chez Primark, on sait que c'est un métier où il va y avoir du dynamisme, des valeurs, une culture d'entreprise, de l'agilité, de la croissance, des magasins qui ouvrent, des possibilités d'évolution, des salaires et des avantages plutôt très compétitifs par rapport à nos concurrents. Donc plein de bonnes raisons pour rentrer. Donc c'est vrai que quand on ouvre, en général, on a beaucoup de clients qui viennent. Mais là, pour Montpellier, je peux vous donner un exemple, puisqu'on est en plein dedans, on va recruter début juin, donc on a lancé nos campagnes, on a mis des affiches un peu partout. On a déjà plus de 400 candidatures de vendeurs. Arriver directement sur le et on vient site. juste de commencer, en 10 jours. Donc oui, on a du monde. Un dernier mot quand même sur la manière dont vous voyez l'évolution de ce secteur. On vous sent extrêmement confiante, et pourtant la lumière que nous renvoie l'actualité nous dit on est dans une situation intenable. On vous sent très confiante, sûre de vos bases. Oui, parce que j'y crois profondément. Je pense que les gens auront toujours envie d'avoir du vrai commerce, que tout le monde n'achètera pas uniquement sur Shein ou Temu ou autre. Je pense que la relation humaine est importante, et je ne pense pas du tout être naïve en disant ça. Je crois que les gens ont besoin de ça. Ouais. Il y a un espace en physique pour prendre un produit. Il y a un espace pour l'expérience shopping qui n'est pas remplacé et qui existe et à laquelle je crois beaucoup. Et de la même façon, en RH, on peut dire qu'il y a des entreprises où les salariés sont des numéros, ce sont des ressources, comme on dit dans notre intitulé de poste, malheureusement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens sur lesquels on mise. Une entreprise peut avoir un impact sur l'environnement, elle peut avoir un impact politique, elle peut avoir un impact sur la vie des gens. Et moi, j'y crois beaucoup, vraiment. Je suis quelqu'un de très, très investi et je crois que c'est possible. Donc, continuons. Merci Célina Pestel pour cet engagement et cette audace aussi à transmettre tous ces messages et apporter aussi l'image de Primark. Vous avez vu, j'ai commencé en disant Primark, et très rapidement, vous m'avez repris, c'est Primark, d'ailleurs, qui est une entreprise irlandaise, hein, et avec 7000 collaborateurs, et plus bientôt, avec l'antenne Montpellier-Rennes. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. DRH de Primark France, avec un site Montpellier. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, pour s'intéresser. Tiens, c'est intéressant parce que ça va intéresser les DRH des entreprises. 2 minutes max, des vidéos, tout simplement pour pitcher son CV et gagner du temps. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour parler recrutement. Recrutement en 2 minutes chrono. Est-ce que vous avez imaginé, vous recruteurs, pouvoir recruter un salarié 2 minutes chrono? C'est possible avec l'outil de Nicolas Bernard. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur de 2 minutes max. Alors auparavant, vous étiez cadre, vous avez une vie en entreprise. Puis un jour, vous avez eu cette lumière, vous vous êtes dit, mais les recruteurs ont des tonnes de CV, ils ne peuvent pas les examiner. Moi, je vais leur proposer du CV vidéo. Racontez-nous. Alors, je vous raconterai l'histoire après, mais en effet, c'est avec ma conseillère France Travail que j'ai eu l'idée. Parce que mon CV était trop long et je voulais dire plein de choses. Et en fait, je me suis dit, il faut que je reste clair pour que les gens puissent voir ce que j'ai fait. Et puis, je puisse trouver un moyen d'exprimer qui je suis et ce que je veux faire. Et des fois, il y a une différence. C'est vrai. Voilà. Et puis, j'ai 49 ans et à un moment donné, si on est juste réduit à son âge, c'est un peu dommage. Donc, du coup, je trouvais ça intéressant. Et puis, donc, c'est vous que vous avez testé votre vidéo, d'abord, vous. Ma fille et mon associé a testé ça 1 an avant parce qu'elle a trouvé son stage en faisant une petite vidéo, en exprimant qui elle était. Elle avait le problème inverse, elle avait un CV trop court. Et donc, il fallait qu'elle puisse envoyer une autre énergie. Alors, il y a un sujet quand même, Nicolas, en examinant votre concept, qui est plus qu'un concept, hein, c'est votre entreprise et ça fonctionne très bien, c'est de se dire, mais les CV aujourd'hui, c'est ChatGPT qui les fait, donc le recruteur n'y fait même plus confiance. Il regarde ce CV, il se dit, oh là, il est trop beau, c'est trop beau pour être vrai. La vidéo, elle ment pas, en fait. Exactement, c'est vraiment le principe qu'on
qu'on a voulu, c'est que de toute façon, le candidat, il enregistre directement sur la plateforme avec son téléphone ou son ordinateur. Donc, c'est forcément lui que vous allez voir quand vous cliquez sur le lien. Et en effet, alors ça a commencé avec la lettre de motivation que l'intelligence artificielle a tuée. Donc, aujourd'hui, vous êtes recruteur, vous postez une offre, vous recevez une rafale de 200 CV, parmi lesquels il peut y en avoir des très bien. Il peut aussi y avoir des CV qui sont moins bien, mais avec des personnes derrière qui sont géniales. Donc, il faut trouver un moyen de pouvoir voir toutes ces personnes. Toutes les voir, c'est malheureusement impossible, sauf si on clique sur le petit lien vidéo d'une sélection qu'on aura faite, mais on peut sélectionner plus large. Vous portez aussi quand même une thèse que je trouve passionnante et que je partage, c'est que l'oral ne disparaîtra jamais, bien au contraire, malgré l'augmentation de la place de l'IA, parce que l'oral, c'est authentique, c'est véridique, qu'on a la personne en face, en vrai. À travers la vidéo, bien sûr. Mais exactement. Après, vous avez des technos d'IA qui permettent aux gens de faire des vidéos et même des deepfakes, etc. Et donc, c'est ça aussi avec 2 minutes max dont on prémunit les recruteurs. C'est qu'à un moment donné, quand vous cliquez, c'est la vraie personne, la personne que vous allez envoyer au contact de vos clients ou qui vont être en magasin. Et là, du coup, c'est elle que vous voyez. Alors, le CV vidéo, pour parler un peu du modèle économique, c'est intéressant, c'est gratuit pour celui qui est demandeur d'emploi ou qui cherche un emploi. En revanche, c'est un abonnement payant pour l'entreprise qui aura accès à votre fichier vidéo, en fait. Alors, pour plus exactement, on va voir ça un petit peu comme un décodeur et comme un moyen aussi de gérer les candidatures. C'est fondamentalement gratuit pour les candidats. Ils créent leur profil 2 minutes max, il leur appartient. Ils peuvent le mettre à jour quand ils le souhaitent. Ils peuvent même le désactiver. Donc, c'est vraiment votre identité numérique. Et plutôt qu'un CV vidéo, pour nous, c'est le complément idéal du CV. Votre CV, c'est votre passé. Votre 2 minutes max, c'est votre présent, c'est votre futur. Et pour les recruteurs, ça peut remplacer les entretiens de préqualification, etc. Je ne sais pas si on peut voir l'interface pour voir comment ça fonctionne. Je crois qu'il y a une petite animation en interface, on va peut-être la voir. Voilà, ça c'est l'interface des vidéos des candidats, on est d'accord, hein. Non, là, c'est les recruteurs. Ça, c'est les recruteurs. Ils viennent de recruter sur le profil de Sarah, qui en l'occurrence a fait une licence de philosophie avant de rentrer en école de commerce. Elle est actuellement en recherche d'alternance. Et quand elle explique pourquoi elle a fait une licence de philo, ce qu'elle aime dans la gestion des problématiques complexes, on comprend aussi qu'elle s'exprime bien et on se dit pas, tiens, c'est quelqu'un qui s'est complètement planté. Et on peut faire des raccourcis très vite avec un CV. Donc là, dans son cas, on peut tout de suite mieux comprendre. Et ça complète un CV, ça l'explique. Ça, c'est l'interface côté recruteur. Voilà. Il clique sur My Candidate. Voilà. Et il va avoir là, on a mis l'interface anglaise parce qu'on se lance à l'international là, ces mois-ci. Et vous avez accès. Alors là, en l'occurrence, c'est ses favoris. Et là, vous avez l'interface pour les candidats où là, typiquement, vous lancez, vous commencez. C'est très simple. Vous avez on l'a fait devant son ordinateur, devant son iPhone. C'est quoi les deux marches. Les deux marches. iPhone, ordi. Voilà. OK. Et là, ma fille est associée, donne quelques petits conseils. Vous pouvez choisir un avatar. On l'a conçu au départ avec des étudiants. Et après, vous pouvez mettre quelques notes. Bon, là, en l'occurrence, on a fait vite. Vous avez une fenêtre que vous pouvez mettre à la taille que vous souhaitez. Vous pouvez même la mettre devant vous si vous êtes très timide. Mais de toute façon, votre vidéo, elle reste à vous. Donc, seulement les entreprises à qui vous allez l'envoyer et qui sont abonnés. Avant de nous quitter, Nicolas, on voit l'entreprise qui a cliqué sur mon profil. Est-ce qu'on voit l'entreprise qui est venue voir mon profil? Non, pas par défaut. C'est gratuit pour les candidats. En tout cas, pour les candidats gratuits, on ne le voit pas, non. Merci Nicolas Bernard, cofondateur 2 minutes max, un CV vidéo, c'est plus pratique et plus rapide. Merci à vous, merci à Angel à la réalisation, merci à Saïd au son et merci à Nicolas Juchat évidemment. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.